Bonjour à tous, donc je vais évoquer devant vous, alors plus spécifiquement, je remercie beaucoup d'avoir Marie-Yvonne, effectivement, d'avoir magnifiquement introduit mon sujet. Je vais évoquer devant vous les effets spécifiques que produit l'écriture par lettres, la correspondance dans l'élaboration d'une pensée mathématique. Alors bien sûr, la correspondance se développe énormément, d'abord pour des raisons techniques au XVIIe siècle, parce qu'on arrive à avoir des courriers réguliers qui assurent des échanges qui sont donc faciles à mettre en place entre différents correspondants. On est sûr que les lettres vont arriver, et puis on est sûr également de la périodicité des échanges. Donc ça facilite énormément, bien entendu, le fait que les différents correspondants, toute l'Europe, attendent des lettres à telle période, peuvent répondre régulièrement, et les échanges sont très facilités avec donc cette mise en place d'un réseau de courriers qui parcourt à vitesse assez constante et admirable donc l'Europe entière. Donc c'est vraiment au XVIIe siècle que cette correspondance littéraire se développe. Et le problème qu'elle pose dans les sciences, c'est d'abord de savoir à qui on écrit. Alors on écrit à quelqu'un en particulier, bien entendu. Toutes les lettres de Fermat en particulier sont adressées à des correspondants tels que Mersenne, Pascal, voilà, Midorge, Beaugrand, Digby, comme l'a souligné Marie-Yvonne, donc des correspondants qui peuvent être nationaux ou étrangers, mais en gros on écrit toujours, apparemment du moins, à quelqu'un en particulier. Maintenant le statut des lettres est un petit peu ambigu parce qu'on le voit avec Mersenne, quand on écrit à Mersenne, on sait parfaitement également que cette lettre est destinée à circuler. Ce sont des lettres pour la plupart ostensives, alors il faut un peu distinguer bien sûr. Il y a des lettres qui sont très personnelles, et on le verra particulièrement dans la querelle entre Descartes et Fermat. Certaines lettres ne sont pas tout à fait destinées à être montrées à tout le monde, et d'autres au contraire qui ont une vocation immédiate à être distribuées parmi les différents curieux et savants, parce que la différence n'est pas très nette. Vous savez que ce sont rarement d'ailleurs des savants professionnels, ce sont comme Fermat des gens qui ont une raison sociale un peu différente, et que bien souvent on a une occupation différente et qu'on est savant un peu de fortune, même si on se consacre avec une grande énergie et beaucoup de temps aux mathématiques ou à la physique, on est rarement physicien ou mathématicien professionnel. Donc c'est toute l'Europe savante et curieuse qui est un peu prise à témoin lorsqu'on envoie une lettre à Mersenne. Eh bien, on sait que cette lettre va circuler dans son académie, qu'elle va être discutée, que différents correspondants vont y répondre, et donc Mersenne s'organise pour mettre en scène. Également, c'est important de se rendre compte qu'il y a une espèce de théâtre qui se joue là, pour mettre en scène donc les différents correspondants, les faire interagir les uns avec les autres, donner la parole, la reprendre à d'autres, et faire en sorte justement qu'il y ait une dialectique qui s'engage. Alors c'est important parce que les mathématiques en particulier sont une science qui s'élabore de manière collective. On ne fait pas des mathématiques dans son coin, il faut donc communiquer ces résultats à d'autres savants pour différentes raisons. D'une part, pour avoir un effet de publication, on a montré à d'autres qu'on sait répondre à telle question, mais également pour engager la discussion et faire en sorte qu'on élabore petit à petit, de manière dialectique là encore, la démonstration si éventuellement elle n'est pas claire dès le départ. Donc on propose des conjectures, on met en scène des problèmes, on propose des défis, on lance des défis à d'autres, et c'est important naturellement qu'on ait leurs réponses aux différentes solutions. Alors parfois, bien entendu, on lance des problèmes parce qu'on ne sait pas résoudre la question posée, et on attend d'autres des indications. Voilà. Et après, on pourra éventuellement discuter, élaborer ensemble, disons, c'est vraiment une construction collective à l'époque, on pourra élaborer ensemble une solution et puis énoncer la vérité. Donc on écrit à la fois à quelqu'un en particulier, mais aussi à d'autres personnes dont on sait vaguement qu'elles seront prises à témoin et qu'elles auront communication de la lettre. Vous voyez, c'est un statut un petit peu ambigu déjà de cette correspondance. Donc il y a des tiers qui interviennent. Alors Mersenne, on sait parfaitement quand on écrit Mersenne que ce sera répercuté parmi toute l'académie et que tout le monde aura très rapidement connaissance et pourra discuter de la véracité des options qu'on propose. Voilà, donc il y a une séparation, vous voyez, qui n'est pas extrêmement nette entre le statut privé et public de la lettre, et ça c'est extrêmement important à l'élaboration de la science. Alors ce statut de la lettre va également favoriser, puisque sur les lettres qu'on écrit à certaines personnes, le développement des passions. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'on peut imaginer que les mathématiques étant affaire de vérité et de vérité démontrée, on ait un statut qui soit extrêmement clair, là aussi la mathématique, l'énoncé mathématique, ou bien on sait le démontrer, et à ce moment-là, c'est prouvé, on n'en parle plus, ou bien l'énoncé est douteux, dans ce cas-là, on trouve l'erreur et on démontre la fausseté de l'énoncé.
Mais c'est plus subtil que ça, parce que les procédures de validation de la vérité, en particulier dans des questions qui touchent au calcul infinitésimal, qui est un statut encore imprécis, on n'a pas encore développé la notion de dérivation, par exemple, calcul différentiel, tout ça est encore un peu dans les limbes, eh bien, ces procédures de validation ne sont pas forcément reconnues par tout le monde. Donc ça va susciter, bien sûr, bien entendu, des passions, alors des passions personnelles assez aiguës, et je vais prendre comme exemple ce qui se passe entre Descartes et donc Fermat. Alors il y a une polémique qui naît donc en 1637 et qui est un petit peu déclenchée par Mersenne d'ailleurs. Alors bien entendu, Mersenne est quelqu'un qui met en communication ses différents correspondants, mais je l'ai dit, il met en scène dans une espèce de théâtre les interventions des uns et des autres, il fait circuler les lettres. Alors c'est très intéressant ce qui se passe entre Descartes d'un côté et Fermat de l'autre, parce que les deux sont réunis de Paris. Paris est vraiment le centre où travaille Mersenne. Il est réuni dans son académie, donc ses différents amis, soit chez les uns, chez les autres, au couvent des Minimes ou bien chez les particuliers. Et le fait que Descartes soit déjà exilé aux Pays-Bas et que Fermat, lui, reste définitivement à Toulouse ou à Castres, à cette époque-là, eh bien, ça fait que Mersenne est vraiment celui qui va pouvoir récolter donc, les courriers des uns et des autres et puis les faire se répondre. Alors, Mersenne, qui a communication de la dioptrique de Descartes à une date assez avancée, avant même sa publication, donc on envoie les meilleures feuilles à Fermat, et donc cette première question à la dioptrique, Fermat y répond parce qu'il est un petit peu dubitatif sur la méthode suivie par Descartes et le fait que Descartes propose à la fois une vitesse instantanée de la lumière et le fait que la vitesse de la lumière se propagerait moins vite dans l'air que dans l'eau. Donc il y a un problème de densité du milieu qui paraît un petit peu douteux à Fermat. Donc Fermat répond à Mersenne et bien entendu très très vite Descartes a connaissance des objections de Fermat et la querelle s'envenime. Alors je vous lis ici donc quelques lettres d'abord de Descartes en septembre 1937. Donc Descartes écrit à Mersenne: le défaut qu'il trouve en ma démonstration n'est qu'imaginaire, et montre assez qu'il n'a regardé mon traité que de travers. Et si vous aviez envie par charité de le délivrer de la peine qu'il prend de rêver encore sur cette matière, etc., etc. Donc vous voyez que le ton de Descartes est quand même assez combinatoire. Alors il n'écrit pas directement à Fermat, on verra que le ton qu'il adopte avec Fermat est un peu plus doux, mais en gros quand il écrit à Mersenne, eh bien Descartes laisse entendre très nettement que, sans doute que Fermat a lu de manière un petit peu oblique son traité, il l'a lu de travers, et donc il le supplie de délivrer de la peine de rêver encore cette matière. En janvier 1938, donc une autre lettre de Descartes à Mersenne: je serais bien aise de ne rien dire de l'écrit que vous m'avez envoyé, parce que je n'en saurais dire aucune chose qui soit à l'avantage de celui qui l'a composé. Mais à cause que je reconnais que c'est celui-même, c'est-à-dire Fermat, qui avait ci-devant tâché de réfuter ma dioptrique, et que vous me demandez qu'il a envoyé ceci après avoir lu ma géométrie, etc., à dessein d'entrer en concurrence et de montrer qu'il sait en cela plus que moi. Alors vous voyez, il le prend très personnellement, et là on sent très nettement une querelle d'ego, Descartes, qui laisse entendre qu'en gros, Fermat ne veut réfuter sa dioptrique, non pas pour des raisons scientifiques, mais simplement pour montrer qu'il sait en cela plus que moi. Et puis après, en janvier 1938, une autre lettre à Mersenne: cette chicanerie n'a été inventée par ses amis de Paris que pour lui donner du temps pour chercher quelque chose de mieux pour me répondre. Alors vous voyez qu'on laisse entendre que Fermat, finalement, a envoyé donc ses amis de Paris, en l'occurrence Beaugrand, Robert Val et puis le père Pascal, pour répondre donc, à la dioptrique de Descartes, uniquement pour laisser le temps à Fermat de trouver quelque chose de mieux, parce que ses premières objections, finalement, n'étaient pas très sérieuses. Et enfin, en juin 1938, toujours Descartes à Mersenne, il a tâché de réfuter mes dioptriques avant même qu'elle fût publiée, comme pour l'étouffer avant sa naissance. Alors là, on sent vraiment que Descartes a beaucoup d'aigreur contre Fermat et lui reproche très nettement d'avoir essayé d'étouffer sa pauvre petite dioptrique avant qu'elle soit née. Alors, le ton change considérablement en juillet 1938. Alors cette fois-ci, il y a un petit éclaircissement, donc on finit par reconnaître que c'est généralement entendu. Et alors là, on lit cette fois-ci une lettre directe de Descartes à Fermat. Alors c'est aussi le fait qu'elle ne passe pas par Mersenne, qui fait que tout d'un coup le ton devient extrêmement poli et on va le voir presque érotique. Donc Descartes à Fermat directement, juillet 1938. Je n'ai pas moins de joie de recevoir la lettre par laquelle vous me faites la faveur de me promettre votre amitié que si elle me venait d'une maîtresse dont j'aurais passionnément désiré les bonnes grâces. Et vos autres écrits qui ont précédé me font souvenir la bradamante de nos poètes, laquelle ne voulait recevoir personne pour serviteur qui ne se fût auparavant éprouvé contre elle au combat. Alors là, on voit nettement, voilà, une maîtresse dont j'aurais passionnément désiré les bonnes grâces.
Là, on sent très nettement que c'est presque des offres, vous voyez, que Descartes adresse à Fermat. Alors c'est démenti, bien entendu, c'est démenti par les lettres suivantes de Descartes, qui, en 40, laisse entendre très nettement que cette fois-ci, il n'a pas trop envie de lire les objections que Fermat lui adresse à propos de la méthode de tangente, qui est une autre querelle, une deuxième querelle qui naît un petit peu après, pour savoir comment déterminer une tangente à une courbe donnée, donc Descartes a une méthode qui est algébrique, et Fermat a déjà entrevu pratiquement, avec cette méthode des maxima des minima, les premières notions de calcul différentiel. Alors c'est encore dans les limbes, bien entendu, mais c'est parce que la science n'est pas encore, la méthode n'est pas encore élaborée, qu'elle est sujette à malentendus et à explications successives. Alors le tort quand même qu'a Fermat, il faut reconnaître que c'est que, en particulier sur l'explication à méthode de tangente, à Descartes, il est extrêmement elliptique. Alors ça aussi, c'est la correspondance, comme l'a bien souligné Marivonne également, c'est que dans la correspondance, on est assez concis. On n'a pas envie de trop s'étendre, et donc la correspondance n'est pas faite pour rédiger de très longues démonstrations. On utilise la correspondance uniquement pour communiquer des résultats de manière très brève. On est obligé effectivement de prendre sur soi et puis d'éviter. Et dans ces explications à Mersenne, eh bien, Fermat a pu effectivement manquer un petit peu de précision, et c'est aussi ce que lui reproche Descartes, c'est qu'effectivement, s'ils avaient réussi à s'entendre un petit peu auparavant, peut-être que tout le monde aurait fini par oublier cette querelle. Alors ça reste quand même cette tendu entre les deux, donc cette fois-ci Fermat qui répond à Mersenne et qui essaye de calmer un petit peu les ardeurs guerrières de Descartes. En avril 38, s'il y a quelques petites aigreurs, comme il est malaisé qu'il n'y en ait, vu la contrariété qu'il y a entre nos sentiments, donc je vous une parenthèse, Fermat reconnaît effectivement que les méthodes qu'ils utilisent pour établir les tangentes sont un petit peu différentes entre Descartes et lui, cela ne doit point vous détourner de me les faire voir, car je vous proteste que cela ne fera aucun effet sur mon esprit, qui est si éloigné de vanité que M. Descartes ne saurait m'estimer si peu que je m'estime encore moins. Alors là, modestie affichée, vraiment, vous voyez, Fermat s'écrase complètement et laisse entendre que finalement, peu importe que Descartes le méprise, puisque lui se méprise encore plus, que Descartes n'arrivera jamais à le mépriser. Et enfin, en décembre 37, une autre lettre à Mersenne, ce n'est point par envie ni par émulation que je continue cette petite dispute, mais seulement pour découvrir la vérité. Alors là, Fermat, contrairement à Descartes, là, explique que ce qui l'intéresse, c'est uniquement la vérité, et ce n'est pas la passion personnelle que Descartes met dans cette correspondance. Lui, il va essayer de passer outre la querelle de personnes, et c'est vraiment la vérité qui intéresse Fermat. Et enfin, en février 38, alors là, c'est un petit peu Fermat qui est un peu lassé des objections toujours personnelles de Descartes. Je ne vous enverrai donc plus rien pour M. Descartes, puisqu'il met des lois si sévères à un commerce innocent. Alors, cette querelle qui est très personnelle, on le voit à travers la correspondance, et c'est ce que facilite justement l'échange par lettres, et de plus le fait que Mersenne serve de médiateur, on peut se lâcher devant Mersenne, vous voyez, plus facilement qu'on ne le fait lorsqu'on a un commerce direct. Ce que reproche également Descartes à Fermat, c'est cette méthode qui est un petit peu à tâtons. Alors, on a une lettre de Descartes à Mersenne en février 38. Ma méthode suit la plus humble façon de démontrer qu'il puisse être, celle qu'on nomme a priori. Parce qu'en effet, Descartes est un petit peu réticent devant une démonstration par l'absurde que propose Fermat pour montrer qu'un problème est impossible. Donc Fermat suppose une solution et montre que la solution ne peut pas être atteinte. Ou également sa célèbre méthode, la descente infinie, pour le théorème de deux carrés. Ça, c'est vraiment Fermat qui inaugure cette méthode de régression vers la plus petite solution. Et ça, Fermat est un peu dubitatif, parce que Fermat préférerait justement qu'on parte d'un donné et ensuite qu'on déduise avec une méthode certaine donc tous les éléments et qu'on évite ces raisons par l'absurde qu'il trouve un peu moins noble que la façon de démontrer a priori. Et toujours Descartes à Mersenne, en mars 38, il faut reconnaître, à propos de Fermat, qu'il a trouvé sa règle qu'à tâtons, ou du moins qu'il n'en a pas conçu nettement les principes. Voilà. Alors on voit nettement ce qui les sépare, c'est que lui, Descartes, souhaiterait avoir, en gros, la méthode de Fermat, il souhaiterait avoir des principes certains, presque un traité méthodique de Fermat, et Fermat, lui, au contraire, se contente de résoudre les problèmes les uns après les autres, de proposer des théorèmes, d'énoncer des solutions justes, en donnant des démonstrations, bien entendu, mais enfin, sans, ce que lui reproche Descartes, justement, avoir tout un corpus théorique qui soit nettement élaboré et qu'on puisse, justement, à partir de quoi on puisse déduire l'ensemble de toutes les solutions. Alors, il ne faut pas croire que Fermat soit insensible à cela, mais
Il a une méthode qui est beaucoup plus très différente de celle de Descartes. C'est aussi ce qui fait que les deux ne peuvent pas se rencontrer. Mais alors à Descartes toujours, la méthode générale pour trouver les tangentes, alors ça c'est Fermat qui écrit à Descartes, la méthode générale pour trouver les tangentes des lignes courbes mérite d'être expliquée plus clairement qu'elle ne semble avoir été. Donc il demande des éclaircissements. Là aussi on voit que cette correspondance par lettres est assez indirecte, fait que les malentendus naissent justement cette communication qui est non directe entre les différentes personnalités. Voilà. Et toujours à Mersenne, alors Fermat à Mersenne, cette fois-ci en juin 38, je ne laisse pas de lui envoyer ce que j'avais déjà fait, où il trouvera sans doute de quoi se désabuser la croyance qu'il semble avoir, que j'ai trouvé cette méthode par hasard et que je n'en connais pas les vrais principes. Donc Fermat laisse entendre là aussi, dans sa correspondance, mais toujours sans énoncer clairement ces fameux vrais principes, qu'il a derrière un corpus théorique, mais que la lettre n'est pas le médium par lequel il souhaite communiquer ce corpus. Donc il remet toujours à plus tard le fait d'élaborer son fameux traité. Voilà. Alors, le grand argument de Fermat, pour ne pas livrer ses secrets de fabrication, sa méthode comme celle que développe Descartes, c'est qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas la commodité. Donc c'est Fermat à Mersenne, en 40. J'ai si peu de commodité d'écrire mes démonstrations que je me contente d'avoir découvert la vérité et savoir le moyen de la prouver lorsque j'aurai le loisir de la faire. Donc Fermat garde par devers lui donc, ses arguments et ses théories, et donc il renonce un petit peu de manière assez désinvolte, vous voyez, à livrer tout ce qui se passe, tout ce qu'il a, tous les secrets de la méthode qu'il a élaboré pour trouver ses démonstrations. Il se contente de donner ses démonstrations, il explique à ses correspondants, il arrive à prouver finalement ses résultats, mais il conserve le droit finalement de garder ses secrets de fabrication. Toujours Fermat, cette fois-ci, à Mersenne encore, je ne doute pas que la chose ne puisse se polir davantage, mais je suis le plus paresseux de tous les hommes. Alors c'est une excuse qui est bien sûr à la fois désinvolte et un petit peu difficile à recevoir, parce que Fermat est tout paresseux, mais il prétend être paresseux, n'avoir pas le temps de rédiger ses réponses complètement, et à Sainte-Croix en particulier, c'est en 38, j'ajouterai la démonstration au conditionnel, mais le temps ne le permet pas. Bon, voilà, il n'a pas le temps de ses occupations, donc il est occupé par autre chose. Alors d'ailleurs, il y aurait tout un traité à écrire sur le manque de temps des mathématiciens. Vous vous souvenez de la fameuse lettre d'Évariste Galois, je n'ai pas le temps, lorsqu'il cherche à expliquer donc, les fondements de sa théorie, d'un lettre de Galois avant de se battre en duel. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Donc le manque de temps, le manque d'espace aussi, la fameuse marge trop étroite pour contenir la merveilleuse démonstration. Il faudrait peut-être se pencher là-dessus, sur le fait que les mathématiciens donc, renoncent à écrire leurs preuves par manque de temps ou d'espace. Et cette contrainte que justement la correspondance épistolaire ne va pas favoriser. À Frénic également, en octobre 40, de quoi je vous enverrai la démonstration si je l'appréhendais d'être trop long. Alors là, cette fois-ci, vous voyez, c'est le défaut un petit peu inverse. Comme les lettres sont assez volumineuses, la correspondance de Fermat, ça occupe beaucoup d'espace. Et donc, Fermat, cette fois-ci, renonce à écrire complètement la démonstration parce qu'il n'a pas envie d'ennuyer son correspondant. Bon, Frénic l'aurait peut-être volontiers reçu la démonstration, lui, mais en tout cas, Fermat ne veut pas, sous un prétexte un petit peu, vous voyez, fallacieux, lui proposer cette démonstration. Et à la fin de la lettre, d'ailleurs, j'ai déjà trop écrit, et il me semble qu'il est temps que vous parliez, après avoir employé si mal votre temps à lire cette longue lettre. Donc il laisse à son correspondant le temps de lui répondre. Alors c'est important également, vous voyez, ce délai qu'il y a entre différentes réponses, parce que quand on écrit une correspondance, donc, on propose des défis aux différents correspondants, et la mathématique de l'époque progresse justement par ces défis, ces problèmes qu'on se pose les uns aux autres, qui ouvrent le champ à la dialectique, et on voit que la correspondance est parfaite pour cela, parce qu'on laisse le temps aux autres de répondre. Contrairement à ce qui se passe dans l'entreparle où on s'échauffe, alors on voit que dans les lettres on s'échauffe beaucoup aussi, ce n'est pas forcément le lieu où on refroidit les ardeurs, mais peut-être celui au contraire dans lequel on les attise. Ce qui se passe dans la correspondance, c'est que justement, on a du temps pour répondre. Donc ce temps, c'est un petit peu le paradoxe de la correspondance. Le temps qu'on a pour répondre n'est pas celui qu'on a pour écrire. Voilà. On n'a pas le temps de mettre au clair les démonstrations, mais on a le temps de les élaborer par devers soi, entre deux lettres, d'un ordinaire à l'autre, vous voyez. On a le temps de penser à répondre aux autres correspondants. Donc il y a toute une gestion du temps et de l'espace, l'éloignement géographique, l'écart, qui fait que la correspondance est pratiquement obligatoire, pour que Fermat puisse atteindre Mersenne
et par là Descartes, vous voyez, il faut nécessairement que ça passe par la correspondance, mais tous les délais que ça implique en termes de délai est également quelque chose de très fécond en mathématiques. Le temps qu'on laisse aux autres pour lire la réponse, l'assimiler, y répondre. Vous voyez, c'est une dialectique à temps discret qui fait que finalement c'est aussi ça qui permet à la mathématique de s'élaborer à la fois dans les malentendus, les lacunes et les ellipses un petit peu les manques de la correspondance. Donc ce caractère lacunaire, le fait que justement on n'a pas le temps de tout développer, c'est ça aussi qui permet à la mathématique de progresser. Alors au malentendu de s'instaurer, malentendu technique, mais également donc aux autres mathématiciens de répondre et de répliquer donc à Fermat. Alors je vais terminer par ce qui se passe cette fois-ci. Alors je vous ai dit que parfois il y avait des malentendus qui s'instauraient, mais parfois aussi une correspondance exacte. Alors avec Pascal en particulier, c'est une histoire très différente de celle qui se produit avec Descartes. Avec Descartes, il y a vraiment une animosité, un antagonisme très fort entre les deux, à la fois pour la méthode suivie et également les personnalités. Alors avec Pascal, c'est plus facile parce que aussi Pascal est déjà d'autres générations. Donc entre Descartes et Fermat, il y a un petit peu la querelle des égaux qui fait que c'est un petit peu le 2 numéro 1 de l'époque. Il faut dire lequel des deux va l'emporter. Donc il y a vraiment, entre égaux, cette fois-ci, forcément de la friction. Avec Pascal, c'est beaucoup plus doux parce qu'il y a presque cette relation de transmission, de paternité, de filiation qui s'instaure entre les deux. Donc de Pascal à Fermat, c'est à propos du calcul des probabilités cette fois-ci. En 1954, le problème des parties. Je ne puis vous ouvrir ma pensée entière touchant les parties de plusieurs joueurs par l'ordinaire passé, et même j'ai quelques répugnances à le faire, de peur qu'en ceci cette admirable convenance qui était entre nous et qui était si chère ne commence à se démentir. Donc Pascal est un petit peu réticent, vous voyez, à entrer en lice avec Fermat sur le problème des probabilités pour le démentir son argument, parce qu'il craint de rompre l'admirable convenance qui était entre eux. Mais cette fois-ci, en août 54, alors cette fois-ci, Fermat réplique à Pascal et lui dit non, ne vous inquiétez pas, finalement les solutions que nous allons trouver sont tous les deux convenables et elles coïncident finalement. On va arriver à s'accorder l'un l'autre. Et en août 54, donc réponse de Fermat à Pascal, nos coups fourrés continuent toujours, et je suis aussi bien que vous dans l'admiration de quoi nos pensées s'ajustent si exactement qu'il semble qu'elles aient pris une même route et fait un même chemin. Donc on imagine, vous voyez, que dans les délais qu'impose la correspondance, eh bien, les pensées de Pascal et de Fermat, et puis que les deux s'accordaient admirablement. D'ailleurs, il y a un croisement de lettres, l'une qui va de Paris à Toulouse, l'autre de Toulouse à Paris, et où finalement les arguments qu'ils échangeaient coïncidaient à peu près, bien que les méthodes soient différentes, vous voyez. Là, cette fois-ci, c'est presque l'accord entre Fermat et Pascal qui est admirable, alors qu'au contraire, avec Descartes, la correspondance a créé cette distance qui a créé l'antagonisme et presque la querelle entre les deux. Voilà. Alors bien sûr, ce qui est essentiel pour terminer dans cette correspondance, c'est l'absence de celui à qui on écrit. Je dis qu'on écrivait à quelqu'un qui n'est pas là, essentiellement, et cette lacune, cette absence essentielle du correspondant, c'est ce qui fait que ces lettres également attisent le désir. Alors le fait qu'on pose des défis, ça veut dire aussi qu'on incite les autres à répondre, à chercher, et dans toute lettre, bien sûr, le fait qu'on écrive à quelqu'un en particulier, il y a ce phénomène du désir qui est similaire pratiquement à une relation personnelle qu'on entretient avec le correspondant. Alors ça fait penser un petit peu à cette absence du correspondant, qui est le fondement même de la correspondance et qui fait qu'on entre avec lui ou bien en querelle comme Descartes, ou bien au contraire en convenance comme Pascal. Eh bien c'est ce qu'on trouve pour terminer chez Madame de Sévigné, donc dans une lettre de 1677 à Madame de Grignan. « J'aime à vous écrire. C'est donc signe que j'aime votre absence. Voilà qui est épouvantable. Ajustez tout cela et faites si bien que vous soyez persuadés que je vous aime de tout mon cœur. » Et voilà un petit peu ce qui se produit naturellement entre les différents correspondants. C'est l'absence finalement de celui à qui on écrit qui fait qu'on arrive à avoir une relation scientifique féconde. Et c'est cette espèce donc d'écart, d'ambiguïté, de réseau, d'absence et également de relations presque amoureuses qui a permis à ces mathématiciens à la fois de correspondre, de se mésentendre, mais également de s'accorder, comme ça a été le cas entre Fermat et Pascal. Voilà, je vous remercie.